Bonjour YouTube, c'est Diamond, comment ça va les sérivores? Star Wars Endor épisode 11, un épisode de transition après l'arc de la prison les semaines précédentes, plus calme du coup que la semaine précédente, peut-être un peu moins palpitant, faut dire ce qui est vrai, mais pas inintéressant. Je ferai sûrement un titre putaclic quand même pour vous racoler, qui poursuit et étoffe les intrigues lancées plus tôt. Quitte à parler de racolage, avez-vous vu ma vidéo critique du film Athéna? Je vous le mets en haut à droite, étant donné que c'est une de mes rares vidéos avec du montage sur lequel j'ai bossé beaucoup plus que sur ces reviews. Allez-y, foncez dedans et let's go. On retrouve donc Cassian ainsi qu'un autre fugitif qui faisait partie, le hasard qui faisait partie de sa division, de sa salle, puisque c'était pas, ça aurait pu être n'importe qui, quelqu'un qui connaissait pas. Il est plutôt bien tombé, sans vouloir faire de jeu de mots, parce que on ne leur souhaite pas évidemment de bien tomber à ce moment-là, étant donné que leurs bras, surtout ceux de son sauce, dont j'ai pas noté le nom, j'aurais pu le faire si j'avais eu moins la flemme, commencent à fatiguer. Vous avez vu l'épisode, ils s'en sortent plutôt bien, mais ça nous montre que l'évasion ne se fait pas de façon simple, et ce sera raccord avec la fin de l'épisode, c'est est-ce qu'on serait pas les deux seuls à s'en être sortis, vu tout ce qu'on a traversé, et on verra qu'ils ont quand même eu un petit coup de bol. Retour sur Ferrix, et il semblerait que Marva a passé l'arme à gauche hors champ. Alors, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, ça faisait 2-3 épisodes que, ouais, Marva elle va pas très bien, ouais, Marva elle veut pas prendre ses médicaments, ouais, Marva elle a passé toute la journée au lit. Bon, ça avait l'air d'être un petit peu compliqué pour elle, et ce que j'aime bien, c'est l'attachement du vieux droïde, qu'ils appellent simplement B, c'est pas B2 ou un truc comme ça, du vieux droïde à sa maîtresse par-delà la mort, qui est, je trouve, touchante et inédite dans l'univers de Star Wars, puisque souvenez-vous, dans A New Hope, l'épisode 4, il y avait, j'ai jamais vu l'attachement d'un droïde envers un ancien propriétaire comme ça. En parlant de R2-D2 sur Obi-Wan. Bon, en fait, c'est simplement qu'il avait un message à lui délivrer à lui seul. Il nous reparle plus d'Obi-Wan, même en bip-bip. Après qu'il ait rejoint la Force d'air, B2, vous remarquerez, il communique par bip-bip, mais il a aussi une voix. Donc, est-ce que ça avait un sens que R2 ne puisse pas communiquer? Peut-être c'était un droïde un peu plus cheap. Alors plus tard on verra même que ce droïde est dans le déni, mais peut-être que j'ai fait un arrêt sur image là-dessus. Alors qu'ils essayent de s'emparer d'un quad jumper, Cassian et son mate se font capturer dans une sorte de filet gluant. Alors j'ai pas réussi à faire plus net comme arrêt sur image, hein. Ça doit être du 24 images par seconde. Une sorte de filet gluant par un duo de pêcheurs. Alors manque de bol, au début ils envisagent alors ils envisagent pas très sérieusement de les dénoncer pour 1000 crédits chacun, et comme ils vont leur dire bon bah on est des anciens fugitifs, ouais, cette saloperie de prison, le truc qui pollue l'eau, en tout cas qui la dépeuple, puisque ils n'arrivent plus à trouver de poissons, donc ils disent bon c'est à cause de la prison mais pas des prisonniers, c'est à cause de l'Empire. Vous aimez pas l'Empire, on n'aime pas l'Empire. Voilà, on a des ennemis en copain, on va vous aider. Donc finalement, ils vont les embarquer dans leur quad jumper. Alors quad jumper parce qu'il y a 4 réacteurs, hein, c'est comme les quad core que vous avez peut-être encore dans votre ordinateur. C'est de la merde un peu maintenant les quad core, non? Et ça dépend à quelle fréquence. On s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ils vont se faire ramener sur Niamos. Souvenez-vous, c'est la ville balnéaire sur laquelle avait été capturé Cassian. Alors, son poteau, bon bah écoute, tu vas composer avec. Ils sont sympas quand même, le gars, vas-y. On n'avait pas spécialement envie d'aller là-bas. C'est à 13 années-lumière, mais allons-y. J'imagine que c'était pas à l'autre bout de la galaxie, sinon ils auraient pas. Bon, ce serait pas pratique pour l'Empire de coffrer les gens aussi loin. Du coup. Et alors, ce que j'aime bien, d'où l'arrêt sur image, c'est justement ce quad jumper rapiécé, qui est une bonne illustration, once again, et du coup une bonne fidélité de l'esprit de Star Wars, le côté rétro-futuriste avec les vieux boutons, les écrans. Enfin, c'est marrant parce que il y a eu un update de la technologie, mais on reste fidèle à la vision du futur des années 70 et du futur vétuste et poussiéreux et brinque-ballant et rapiécé spécifique à Lucas, et c'est le cas pour ce quad jumper qui a l'air de faire le job, mais on se demande s'il va pas exploser avant de rentrer dans l'atmosphère, de sortir de l'atmosphère plutôt. Velsarta, je me ferai jamais à la voir autrement que recouverte de terre et de boue avec des vêtements de camouflage, qui vient à la boutique de Luthen, qui y est absent, qui va tomber sur son assistante, assez réticente à écouter ce qu'elle a à lui dire, à savoir que la mère de Cassian est morte et qu'elle retourne sur Ferrix, elle aussi, back to Ferrix. Ça fait le nom de planète de Gaulois, on est d'accord. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, je sais pas. Considérons ça comme une extension du village d'Astérix. D'ailleurs, l'Empire, les Romains, et ils sont d'irréductibles rebelles grâce à leur potion magique et l'espoir. J'arrête ici cette analyse complètement tirée par les cheveux.
comme en atteste ma coupe de cheveux actuelle. On a la pauvre Kalin Bix, plutôt, elle aussi décidément un nom de Gaulois, je me mets un rire de psycho pour toutes mes blagues pas drôles du coup, qui est toujours détenue, faible et traumatisée par sa session avec le Dr Gorst, souvenez-vous, elle a une sorte de syndrome post-traumatique où elle revit le truc, qui est à présent interrogée sur Anto Krieger. D'ailleurs on lui dit ouais t'as intérêt à nous dire la vérité, sinon bah, le mec il est à l'autre bout de la galaxie mais on le refait venir hein, juste pour ta gueule. Ça doit leur coûter une fortune à l'Empire de torturer des gens, il y a que lui qui est compétent pour ça dans... Bref, après c'est la logistique de l'Empire. Et alors au lieu de leur répondre, elle va s'effondrer en larmes. Est-ce que c'est pour leur faire croire que voilà, vous m'avez brisé, maintenant je suis folle, je ne vous suis plus d'aucune utilité? Ou est-ce que c'est simplement véritablement le cas? Et ça peut d'ailleurs être un petit peu les deux. Elle a pas envie de leur dire, mais elle est complètement brisée et de toute façon, elle joue le tout pour le tout comme ça. J'espère que les choses se débloqueront logiquement la semaine prochaine puisqu'il va y avoir pas mal de monde sur Ferrix. Mon Mothma qui révèle ses inquiétudes à sa cousine, donc Velsarta. Il semble qu'elle considère réellement, sans le dire, l'offre de Devo Skulldugn. D'ailleurs, elle lui dit pas, elle dit oui, j'ai trouvé un moyen d'arranger les choses. Mais c'est le seul moyen qu'elle ait trouvé, à savoir justement un mariage arrangé entre leurs enfants. Alors est-ce que ça dérangerait vraiment sa fille, puisque sa fille, on disait oui elle est en âge de se marier selon les traditions chandriennes, peut-être elle en aurait rien à foutre. Il semblerait que Mon Mothma avec le temps se soit détaché des traditions chandriennes. Souvenez-vous aussi le cocktail notamment, où elle n'avait pas voulu le boire avec un verre comme c'est la tradition. Et est-ce que c'est une sorte de crise d'adolescence de sa fille qui, ah bah toi t'aimes pas les traditions? Donc normalement les enfants c'est censé, voilà, c'est les parents qui incarnent la tradition, les enfants se rebellent contre ça. Et bah là du coup la situation est inversée, toujours dans une optique de rébellion. Donc est-ce que ça lui déplairait, puisque ça fait partie des traditions chandriennes, de se marier de façon arrangée, comme elle avec Perrine, à cet âge-là? Et regardez Satil qui vient vous dire bonjour. Regardez comme elle est mignonne. Et est-ce que ça mérite pas des dons, des grands yeux comme ça? Satil d'ailleurs, dont le nom vient d'une maîtresse de l'ordre Jedi, 3500 ans avant la bataille de Yavin, tu le sais ça Satil. Donc dans l'univers étendu de SWTOR. Enfin, dans SWTOR, Star Wars The Old Republic, qui était canon à l'époque, qui ne l'est plus maintenant. Bref, allez voir mes vidéos de l'époque. Je vous mettrai peut-être en lien, j'ai déjà fait un rap sur le lore de l'univers étendu de Star Wars sur Darth Malgus. Ce n'est pas un fake, allez, cliquez dessus. Saul Karn, j'espérais qu'on le verrait, il a qu'une seule scène dans cet épisode, mais elle est bien, qui reçoit un appel d'un de ses anciens sergents, un inspecteur en pleine nuit, sur le décès de la mère de Cassian. D'ailleurs c'est elle qui, c'est sa mère à lui qui le réveille, ce qui va le décider lui aussi à aller sur Ferrix. Alors sa daronne qui comprend que les informations qu'il délivre à l'Empire sont la cause de ses promotions rapides, qu'en profite pour le dénigrer. J'aime beaucoup le plan, d'ailleurs j'enlève un petit peu la cam, mais avec la posture de Cyril, la forme de la porte, la mer dans l'entrebâillement de la porte, le mur, enfin vraiment la composition du cadre est pour une fois vraiment très cool je trouve, même si c'est juste un intérieur avec pas grand chose comme ameublement. On voit du liquide bizarre de l'autre côté, c'est pas du lait vert bleu pour une fois. Et ouais, donc la daronne qui a pas l'air ultra sympa, sérieux on dirait la mère de Skinner dans les Simpsons. Est-ce que ça vous a fait penser à ça aussi? En tout cas moi ça me l'évoque complètement. Tous les moyens sont bons pour dénigrer le fiston quoi. Donc moi je suis pour lui, c'est un antagoniste, mais le poteau Cyril, je pense qu'il ira loin, ou pas, ou peut-être il va juste donner des informations à l'Empire et se manger une bastos dans la tête en mode ouais Dedramiro, ouais bah en fait c'est moi qui ai trouvé les informations, et pas cet obscur connard qui me harcèle et qui me stalk à la sortie du bureau. Et c'est un retour à la case départ pour Cassian Andor qui va cambrioler son ancien appartement, enfin s'introduire par effraction pour aller y récupérer des choses. Personne n'a jamais pensé à fouiller au-dessus de la douche, sérieusement. Alors est-ce que c'était son ancien appartement, l'ancien appartement de sa meuf? Je ne sais pas exactement. En tout cas, on voit qu'il essaye de faire ça en loose-lit puisque quelqu'un est en train de dormir. Alors, c'est peut-être la critique que j'ai sur cet épisode, la critique négative, c'est que même si l'arc de la prison était le plus cool de la série, en soi, il servait à rien, tout ça pour qu'il revienne rechercher le truc du début. Alors ça dépend, est-ce qu'il vient récupérer les crédits, le manifeste ou les deux? Puisqu'on voit qu'il y a le manifeste dedans, on en entend même un court extrait, 3 mots seulement. Et la tyrannie advient, alors je sais plus, je l'ai noté quelque part, je vous en reparlerai. Mais s'il vient récupérer les crédits, l'arc de la prison n'a servi à rien. S'il vient pour récupérer le manifeste, où le manifeste, peut-être qu'il a la prise de conscience de la prison fait qu'il va s'y intéresser à ce manifeste. Sinon, bah, en fait, on a eu juste 2-3 épisodes vachement cool pour revenir sur Niamos, là où on s'était laissé avant son arrestation, ce que je trouverais dommage quand même.
Luthen qui va prévenir Saw Gerrera que le BSI tend un piège à Krieger, le chef d'une autre faction rebelle, puisque souvenez-vous, il n'y a pas encore d'alliance rebelle. Et il explique, est-ce que l'alliance rebelle est possible avec un mec comme Luthen qui intrigue les uns contre les autres, qui suggère, qui met des taupes un petit peu partout. Alors il explique être prêt à sacrifier Krieger et ses hommes parce que sa capture ne permet pas de remonter jusqu'à lui. Alors Saw Gerrera, et moi, t'es prêt à me sacrifier? Bah non, parce que toi tu me connais, donc j'ai pas trop intérêt. Donc, en fait, il essaye même pas de jouer la carte de... Bah non, pas avec toi, So, parce que toi t'es un poteau, toi c'est pas la même chose. Non, non, c'est juste en mode, bah regardons de façon pragmatique, je n'ai pas intérêt à ce que toi tu te fasses choper. Il va faire reposer quand même la décision, est-ce qu'on va sauver Krieger et qu'on sacrifie notre taupe, ou est-ce qu'on fait l'inverse? Il va faire reposer cette décision sur So, comme si c'était... bah, il en a déjà pris plein des décisions difficiles, Luthen, mais peut-être que c'est une de trop, ou qu'il essaye de partager un petit peu le fardeau de sa culpabilité, de s'épancher un petit peu sur Saw Gerrera, et on comprend un petit peu mieux, là il va jouer un petit peu à rendre parano So, et moi justement j'ai revu suite à cet épisode Rogue One, que j'avais déjà vu 2 fois, mais justement pour revoir la prestation de Forest Whitaker, où il était vachement plus fermé, vachement plus fou, vachement... Et c'est peut-être Luthen qui l'a rendu comme ça, même probablement. J'imagine que l'épisode final et l'éventuelle saison 2, je crois qu'il y a une saison 2 au moins qui a été annoncée, nous permettra d'en apprendre davantage. Nous permettrons du coup. On accorde les mots, Daimon. Ouais, c'est mieux. So, bah, qui devient logiquement... parano, soupçonne que Luthen ait une taupe dans son équipe aussi. Ça c'est pareil, il essaye pas de nier, il fait oui, bah oui, j'ai une taupe. Tiens, d'ailleurs, celui là qui est là. Alors, la mise en scène et l'acteur qui arrive dans la scène suggère que, en fait, non, c'est pas vraiment... Peut-être qu'il a une taupe, mais dans ce cas-là, c'est pas lui. Et tout ça, avant de le menacer d'une arme, tout ça pour lui faire réaliser l'état de méfiance. Tu vois l'état de méfiance dans lequel t'es, So. Bah, c'est pas comme ça qu'on veut que l'Empire soit. On veut que, justement, un petit peu, ça s'oppose, la vision ici de Luthen avec celle de Cassian, qui dit, non mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. Il nous méprise tellement, il nous dénigre tellement, il nous sous-estime tellement, l'Empire, que let's go. Bon, Luthen, c'est l'axe, c'est pas la même chose. Et So qui va finalement accepter de sacrifier 30 hommes, plus Krieger, puisqu'il le précise à chaque fois. Luthen qui va parler en codé avec son assistante, avec son vaisseau qui orbite autour de Coruscant, en train d'hésiter est-ce qu'il rentre à la maison ou pas. Alors toute la discussion est vraiment bien fichue, avec deux sens de niveau de lecture. C'est assez bien fichu pour que un impérial qui écouterait la conversation, c'est d'ailleurs le cas, penserait réellement qu'il s'agit d'un échange sur des transactions d'œuvres d'art. Tandis que le spectateur comprend bien, lui, qu'il s'agit de la situation sur Ferrix, et il serait très grave qu'un autre collectionneur rafle la pièce. Bon, là, on parle, à mon avis, spécifiquement de Cassian, étant donné que tout le monde veut le cul de Cassian dans cette galaxie. Le mec est mal barré, même si on sait qu'il deviendra capitaine pour l'Alliance Rebelle. Contrairement à Luthen, on sait pas quand il va crever, mais on se doute qu'il va crever un moment. Après avoir tenté de mener les impériaux qui l'ont intercepté en bateau, ou plutôt en vaisseau, j'ai envie de dire... Ah là, je l'ai mérité quand même. Et bah, Luthen va tenter le tout pour le tout et détruit leur parabole principale. C'est la voiture de l'inspecteur Gadget, son vaisseau. Donc leur parabole principale qui active sans doute le rayon tracteur dont ils avaient augmenté la puissance de 2 à 5, ce qui va lui permettre de s'enfuir. Mais bien sûr, ils vont lancer la chasse. Et coup de théâtre, souvenez-vous, il en faut un par épisode, généralement vers la fin, comme ici. En plus d'être lourdement armé et gadgetisé, le vaisseau de Luthen devient le sabre laser de Darth Maul. Je vois pas d'autre analogie. C'est littéralement le sabre laser de Darth Maul. Voilà, allez, on part en toupie, on part en vrille, et puis du coup, on découpe les gens en morceaux. Et bah écoutez, c'était quand même une scène d'action assez stylée. Ne boudons pas notre plaisir ici. Alors qu'il comptait donner des nouvelles à sa daronne en loose day, Cassian apprend son décès. Il a désormais plus véritablement de combat personnel à mener, à part peut-être retrouver sa sœur. Souvenez-vous, c'était quand même ce qui lançait le scénario de Endor dans les premiers épisodes, même si Marva lui avait dit arrête de chercher ta sœur. Peut-être que maintenant qu'elle est morte, il va respecter ça comme une sorte de dernière volonté. Mais tout concourt dorénavant, étant donné qu'il n'y a plus ce côté personnel, à ce qu'ils prennent part à une lutte qui le dépasse. Donc en termes de construction de personnage, c'est plutôt pas mal. Et son ancien co-détenu l'y encourage aussi. Là, le plan aussi, c'est pareil, il est plutôt stylé. Son ancien co-détenu en disant ouais, ça se trouve, on est les deux seuls à s'en être sortis. Viens, on se sépare pour maximiser les chances, débruiter les choses. Il faut que les gens soient au courant. Il faut que toute la galaxie soit prévenue.
Et j'imagine que l'Holonet, il est un peu sous surveillance, comme, je sais pas, la situation d'Internet en Chine ou en Iran. Voilà, faisons encore des parallèles entre la situation de Galactic dans Endor et la situation actuelle intérieure en Iran, où bah c'est pas la joie. Allez voir ma chaîne Radio Libre si vous souhaitez en savoir plus. Et l'épisode s'achève sur un Cassian de nouveau seul, qui contemple un ciel chargé d'où peine à filtrer deux minces rayons de soleil, comme symbolisant le faible mais inexorable espoir de la rébellion. Alors inexorable dans le sens inextinguible, qu'on ne peut pas éteindre, mais aussi dans le sens impitoyable. On a vu ce qui est prêt à faire Luthen pour pouvoir maintenir cet espoir, quitte à devoir l'alimenter par de la rage. Enfin, voilà, là, la symbolique du plan me semble plutôt claire ici. J'imagine qu'on aura tous la même, et du coup c'est l'heure d'une conclusion, évidemment. Conclusion, bah, on n'a pas eu la réponse que j'attendais dans cet épisode, à savoir est-ce que Kinoloy s'en est sorti. Alors après, voilà, c'est peut-être justement un peu stylé de ne jamais savoir, dans le sens, bah, il a été important pendant 3 épisodes, mais c'est juste un des grains de sable dans cette plage galactique. Il y a eu d'ailleurs des vidéos qui se sont posées la question, je suis content de ne pas être le seul. Et en tout cas, il n'a pas... Peut-être qu'il y aurait eu des... il aurait sauté et que d'autres personnes, d'autres détenus pour le remercier l'auraient aidé à nager. Est-ce qu'ils n'auraient pas vu leur chance diminuer drastiquement ce faisant? Peut-être. Comme l'explique le mate de Cassian avec qui il s'est enfui, ils sont peut-être les seuls à s'en être sortis après tout. Donc Kinoloy peut-être rip hein, sur le coup, mais il aurait fait une grande chose en tout cas avant de s'éteindre. On se console en voyant que le poteau Cyril est toujours dans le game. D'ailleurs, tout concourt à rassembler l'ensemble du casting sur Ferrix dans le dernier épisode de la saison. Cassian, Velsarta, Cyril donc, Luthen, Dedramiro, en plus bah, voilà, des membres de la Résistance et de l'Empire qui sont déjà sur place, de Callin Bix, de Bi, de à peu près tout le casting d'Endor. Et Satil qui revient. Toi aussi tu veux aller sur Ferrix? Peut-être qu'elle veut aller sur Ferrix. Vu que Cassian a récupéré le manifeste, on espère en découvrir du coup plus de 3 mots, vu que ça semblait être un enjeu important de la première moitié de la saison. Le seul truc qu'on a entendu, voilà, c'était la tyrannie impliquée. Ah mince, je vais réveiller la personne, vite on l'éteint. Alors pour le final de la semaine prochaine, on espère aussi une bonne dose de sbeul. Affaire à suivre, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, et puis bien sûr à aller voir, j'insiste dans les petites fiches, la vidéo sur Athéna, et me dire ce que vous avez pensé de ce film de Romain Gavras. Ciao ciao, on est déjà à 17 minutes, ça me semble suffisamment long. Je vous dis à très vite, du coup, je ne sais pas si ce sera pour du Endor ou pour autre chose. C'était Daimon, et abonnez-vous à toutes les chaînes qui s'affichent à l'écran, évidemment.